Voilà, on reprend les choses sérieuses. Là, on est sur une vidéo écrite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Japan TCG. Avant de commencer cette vidéo, juste une petite information. Je vous ai mis en disponibilité les précommandes des box SV7 qui vont sortir d'ici 2 semaines. Alors, je ne l'ai pas fait parce que je suis inquiet des quantités que peut-être on va pouvoir recevoir. Je sais que tout ira très bien en ce moment, surtout vu comment se passe le marché Pokémon. Mais c'est l'intérêt surtout, c'est que vu que je vous ai proposé une réduction de 15% pour 40 000 yens de commandes et que ça se finit du coup à minuit aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous rajouter la possibilité d'acheter directement cette box afin de compléter. Il est probable que certains d'entre vous ont trouvé quelques cartes sympas qui les intéressaient sur Japan TCG, mais pas assez pour arriver jusqu'à 40 000 yens. Et bien là, ça te permet de rajouter une ou deux box en plus, d'atteindre ton panier de 40 000 yens et de profiter des 15% de réduction. On passe maintenant à la vidéo. Comme tu le sais, je suis un petit Français qui vit maintenant au Japon depuis à peu près 10 ans et je suis retourné en France pendant 15 jours là en juin pour passer un petit peu de vacances et j'ai énormément discuté des différences entre la France et le Japon. On va pas se mentir, en tant que Français, on est extrêmement critique par rapport au gouvernement, par rapport aux taxes, par rapport au système dans lequel on vit, et dans la majorité des cas, plutôt à raison, je trouve. Je te propose qu'on aborde cette vidéo en commençant par le point de vue qui est majoritaire, classique, du français qu'on a sérieusement marre du pays dans lequel il vit parce qu'il y a énormément de choses qui ne vont pas. Et puis petit à petit, on va essayer d'apporter de la nuance, on va essayer de comparer ça avec le Japon, qu'est-ce qui se passe en dessous qu'on voit pas forcément, au-delà des différences où effectivement à chaque fois le Japon semble plutôt meilleur sur tous les chiffres on va dire importants. Alors oui, sur l'exportation en tonnes de camembert, la France est meilleure que le Japon maintenant. Sur tous les chiffres un peu plus globaux, c'est-à-dire le PIB, le taux de chômage, l'insécurité, le taux d'alphabétisation, les taux d'impôts, de cotisation sociale, effectivement, le Japon est toujours meilleur que la France. On va voir ça ensemble. On commence par le point de vue classique. Si on ajoute cotisation sociale plus impôts que chaque citoyen et entreprise doivent payer, la France est numéro 1. Voilà. Il y a à peu près 200 pays dans le monde. On était numéro 2 jusqu'à il y a quelques temps et on a réussi l'exploit de battre le Danemark aujourd'hui. En termes d'enfer fiscal, si on peut parler comme ça, la France est number 1. Youhou, cocorico. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais te donner un exemple qui est théorique, mais qui, dans le détail, a quand même l'avantage d'être très proche de la réalité. On va imaginer que toi, tu as une entreprise, et puis, vu que tu n'as pas la chance d'expédier des cartes Pokémon et One Piece, tu peux pas faire ça tout seul. Donc, tu as un restaurant ou n'importe quoi, tu as besoin d'embaucher quelqu'un. Et vu que tu es un patron responsable qui veut motiver ses équipes et qui est respectueux des gens avec qui il travaille, tu décides de payer ton personnel, ton nouveau gars, 40 000 € à l'année. 40 000 € brut. Ton entreprise va devoir payer ce qu'on appelle les charges patronales, donc diverses cotisations sociales. Et grosso modo, si tu payes un salaire à 40 000 € brut, tu vas payer à peu près 30 000 € de cotisations sociales. Donc toi, tu payes 70 000 €. Ton employé reçoit 40 000. Alors il ne reçoit pas 40 000 parce que c'est son salaire brut. Lui, il va devoir passer de son salaire brut à son salaire net. Et pour ça, toi, tu as payé les charges patronales et lui va devoir payer les charges salariales. Grosso modo, sur un salaire à 40 000 à l'année, il va probablement être aux alentours de 5 000 €, entre 5 à 10 000 € de charges salariales. Ce qui fait qu'il va passer de 40 000 à 30 000. Au niveau des impôts, il y a toujours énormément de variables qui rentrent en jeu. C'est pas du cas par cas, mais quasiment. Mais on va être entre 30 et 35 000 pour pas être pessimiste et pour pas abuser. On va dire qu'il touche 35 000 € net.
Donc là c'est pas mal, voilà. Il a réussi à passer du brut au net en payant ses charges salariales et on va dire qu'il est passé de 40 000 à 35 000. Est-ce que c'est fini? Non, parce que quand tu es à 35 000 euros à l'année, bah, tu es assujetti à l'impôt sur le revenu. Probablement qu'il va être aux alentours de 10% pour ce salaire-là. Hein. Si tu es à 35 000 euros, ça veut dire que tu es à peu près à 3 000 euros par mois. Tu vas probablement être entre 10 et 15% d'impôt sur le revenu, donc sur les 35 000 nets, une fois que l'année prochaine il aura payé ses impôts sur le revenu. Allez, il va lui rester 30 000, entre 30 et 32 000, pour simplifier les calculs, on va dire 30 000. Bon, là on se dit, on est bon, hein, l'entreprise elle a payé 70 000, notre employé il a touché ses 30 000 euros, il a payé ses charges salariales, il a payé son impôt sur le revenu. Alors non, c'est pas vraiment fini parce que notre ami il va devoir consommer quand même à un moment donné. Donc il va devoir acheter du pain, de l'eau, de la nourriture, une nouvelle voiture, ce qu'il veut. Et donc il va payer 20% de TVA. Donc sur ces 30 000 euros, il y a à peu près 6 000. En fait, il y a un peu moins parce qu'il y a aussi pas mal de dépenses qui ne sont pas assujetties à la TVA. Il y a différents types de TVA, on n'est pas tout le temps à 20%, des fois on est à 11,5, des fois on est à 5,5, etc. Mais grosso modo, sur les 30 000 qui lui restent, on va dire qu'il lui reste à peu près entre 25 et 27 000. Je ne sais pas si tu imagines, ça veut dire que quand tu embauches quelqu'un et que tu le payes 40 000 euros brut, ça te coûte 70 000 et ça va faire que le réel pouvoir d'achat de la personne que tu as embauchée en France, bah, ça va être moins de 30 000 euros en fait. Donc, il y a plus de la moitié qui part à l'État. Effectivement, on peut comprendre que les gens en ont marre. J'imagine bien ce que tu penses et que tu vas me dire, oui, bon, ce point de vue, il est un petit peu facile. Hein. Forcément, tout le monde râle, etc. Maintenant, quand tu payes des impôts, ça va à l'État. Et puis, ça sert à faire vivre le pays parce que l'État a énormément de dépenses. Donc, probablement que les services qui sont proposés par l'État français sont bien meilleurs qu'ailleurs. C'est pour ça qu'on paye bien plus. Et c'est mon deuxième point, et c'est je pense aussi, surtout pour ça, que les gens en ont marre, c'est que tout ce qui est régalien, c'est-à-dire que toutes les choses dont l'État a ses mains dedans, bah, sont aux fraises. Si on prend la justice, bon, la justice c'est le domaine de l'État. Bon, bah, aujourd'hui il faut 3 ans pour juger un mec parce que la justice a pas de moyens. Les policiers, bon bah c'est pareil, hein, ils viennent une fois sur deux, mais il manque d'effectifs. Ils viennent pour des cas importants, c'est-à-dire des dommages corporels ou des choses comme ça, mais si tu t'es fait voler ta carte bleue à l'arraché, personne va se déplacer. L'éducation nationale, bon, est-ce qu'on a vraiment besoin d'en parler? On a des choses terribles en France, le suicide des profs. Donc tout ce qui touche aux régaliens, est-ce qu'on parle un petit peu de la santé? Même avant le Covid, hein, les infirmiers qui étaient dans la rue, qui ont fait des grèves de la faim, etc., on leur a dit il n'y a pas d'argent. On n'a pas d'argent. On n'a aucun personnel hospitalier dans tout ce qui touche au système de l'État, tout ce qui est régalien, c'est aux fraises. Et donc vient une réflexion qui est totalement légitime, qui est de dire qu'est-ce qui fout du pognon? On n'a jamais été en France taxé autant qu'aujourd'hui, et d'un autre côté on n'a pas de service. Il faut 1 an et demi pour refaire un rond-point, il n'y a rien qui va. Dès que ça touche à l'État, c'est le bazar. Alors attention, on n'est encore même pas rentré un peu plus dans le détail, mais il faut savoir qu'en France, quand tu achètes un paquet de cigarettes, je sais pas, ça doit coûter entre 11 et 12 euros. Bah, au Japon, on est aux alentours de 3,50 €, 4 €. Un litre d'essence au Japon, c'est moins d'1 euro. C'est pas 1,70 € ou 1,80 € ou je ne sais quoi. Et d'un autre côté, on a quand même beaucoup moins d'impôts et de cotisations sociales au Japon. Alors attention, le Japon est très très loin d'être un paradis fiscal. Les impôts au Japon sont très élevés, comparés à la moyenne des pays dans le monde. Et ce qui est tout à fait logique, puisque c'est un pays riche. Mais les impôts sont moins importants qu'en France. Mais ça c'est normal, puisque partout dans le monde, les impôts sont moins importants qu'en France. Mais du coup, il y a une incompréhension. Avant de rentrer plus profondément dans le thème, on va continuer avec la comparaison qui fait mal par rapport au Japon. Alors effectivement, au Japon, tu as une justice qui est expéditive et efficace. Hein. La police, c'est pareil. Si tu fais un délit, non seulement on te trouve, et on va te juger directement. J'avais vu, pour la petite anecdote, une fois, c'était un gars qui avait fait un vol à l'arraché.
Donc on n'est pas sur du grand banditisme, hein, je sais pas, un gars qui était parti, ou un vol à l'étalage, je crois que c'est ça. Bon, un gars qui était parti avec une pastèque ou tu vois 200 grammes d'orange en courant, ils n'arrivaient pas à le choper, le gouvernement, enfin la police n'arrivait pas à le choper parce qu'ils couraient dans Tokyo, etc., dans les petites rues, dans les machins, et donc ils ont détaché un hélicoptère pour le choper. Et il a été jugé du coup le jour même. Alors on a aussi, par exemple, moi de mon expérience ayant travaillé en boîte de nuit, c'est pareil, hein, quand tu appelles la police pour quoi que ce soit, en 5 minutes tu as la cavalerie qui est à l'intérieur de la boîte de nuit. Bon, pour ce qui est de la TVA, bah, nous on n'est pas à 20%, on est à 10%, et encore, il n'y a pas si longtemps que ça, eh bien on était à 8%. Concernant l'éducation nationale, au Japon, on a un taux d'alphabétisation de 100%. Bon, pour ce qui est du taux de criminalité, on va pas en parler plus que ça. Le Japon a un taux de criminalité qui est dans les top 3 les plus bas du monde. Donc, on se dit, qu'est-ce qui se passe en tant que Français? Là, c'est la honte. Je te propose qu'à partir de maintenant, on rentre un petit peu plus dans le détail. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui fait cette différence d'efficience? Parce qu'en fait, le problème, c'est ça. C'est pourquoi est-ce que le Japon arrive à faire beaucoup mieux en taxant beaucoup moins? C'est là que tu vas voir que c'est passionnant, c'est qu'en fait, il y a énormément d'éléments de réponse. On va commencer par la petite classique, la sécurité sociale. Encore une fois, dans cette vidéo, on va essayer d'apporter de la nuance. Le but, c'est pas de dire, ah ouais, au Japon, il n'y a pas de sécurité sociale, dès qu'il t'arrive quelque chose, tu meurs dans la rue. Non, c'est pas vrai. Il y a une sécurité sociale au Japon. On va prendre mon cas, de façon à pas dire trop de conneries. Je paye à peu près 50 € par mois à la sécurité sociale japonaise, et eh bien elle me couvre à 66%, aux 2/3, s'il m'arrive quelque chose. Donc si je vais chez le médecin, enfin au Japon c'est plutôt à l'hôpital, mais pour quoi que ce soit, 66% sera pris en charge par l'État et 33% sera à ma charge. Donc bon, pour l'instant tout va bien, mais c'est vrai que si tu as une grosse opération ou si tu dois faire des scanners ou je sais pas, des choses qui coûtent beaucoup d'argent et que tu en as pour je sais pas 45 000 €, bon bah au Japon tu devras payer 15 000 € de ta poche. Alors après bien sûr tu peux avoir des mutuelles complémentaires de façon à combler ces 33%, mais le système au Japon c'est comme ça. Pour te donner un dernier exemple concernant la santé, et puis après on passe à la suite, bon bah, quand une femme accouche en France, bah, ça coûte rien. L'État s'occupe de prendre tout en charge, le salaire des gens qui travaillent, les hôpitaux, etc. Bon, la naissance de Ethan au Japon, allez, ça m'a coûté, je pense, un billet de 1000 ou 1500 € à peu près. Deuxième point, on va devoir forcément parler des congés payés et du temps de travail. Au Japon, une personne moyenne travaille beaucoup plus que 35 heures par semaine. Pour te donner encore une fois un exemple que je connais, ma femme a énormément réduit ses shifts de façon à passer plus de temps avec Ethan depuis la naissance du Pichou. Et aujourd'hui, elle fait probablement la moitié des heures qu'elle faisait avant. Et en ce moment, elle est à 35 heures par semaine. C'est-à-dire que 35 heures par semaine, ici, bah, grosso modo, c'est un mi-temps. Pour ce qui est des congés payés, en France, on a 5 semaines de congés payés par an. Alors, tu as certains métiers qui vont monter jusqu'à 7, voire 9 semaines, mais normalement, après avoir cumulé tes 1 an dans une entreprise, hein, si tu es en CDI pendant 1 an, à partir de la 2e année, tu pourras prendre 5 semaines de vacances qui seront absolument 100% intégralement payées par ton entreprise. Au Japon, pendant les 6 premières années, tu vas avoir 10 jours, et après les 6 premières années, tu vas avoir 20 jours. Ce qui fait que, on va dire qu'en moyenne, voilà, tu es sur 1 semaine et demie, et puis après tu es sur 3 semaines. En moyenne, au Japon, on va être sur 2 semaines de congés payés par an, et non 5. Ça paraît pas énorme, c'est absolument colossal. Je sais pas si tu imagines, mais ça fait 5 semaines, 5 semaines de congés payés qu'on a en France. Il y a quand même dans l'année que 52 semaines. 5 semaines, ça fait 10% du PIB qui dégage. Parce que bah, on estime que les gens ont le droit de prendre 5 semaines. Ce n'est absolument pas le cas au Japon. Allez, point suivant, on va passer bien sûr au chômage. Encore une fois,
on va essayer de garder de la nuance, d'apporter les chiffres réels de ce que les gens vivent au Japon, et non pas au Japon il n'y a pas de chômage, dès que tu n'as plus de travail, les gens ils vivent dans la rue et puis ils n'ont pas d'argent. Il y a un chômage au Japon. Par contre, quelle est la différence? La différence, encore une fois, elle est colossale, c'est que en France, quand tu as cumulé plusieurs années, qu'il t'arrive un pépin, tu te retrouves sans travail, eh bien l'État va pouvoir t'aider pendant, donc c'est maximum 700 et quelques jours de mémoire. Je viens de vérifier 730 jours exactement, ce qui te fait 2 ans de chômage. Si tu as travaillé 2 ans, 3 ans, 5 ans dans la même entreprise et que malheureusement tu te fais licencier pour une raison X ou Y, et bien pendant 2 ans, même si tu as du mal à retrouver du travail, tu vas pouvoir toucher ton chômage. Au Japon, le chômage existe, par contre c'est 6 mois maximum. 1 an et demi de chômage payé de différence entre la France et le Japon, sur des millions de personnes qui sont au chômage, et à la fin de l'année, ça fait mine de rien quelques milliards d'euros en plus, ou en moins, en fonction de si on parle de la France ou du Japon. On va continuer d'apporter des éléments de réponse en restant sur le thème du chômage, mais cette fois on va pas parler des indemnités, on va parler tout simplement du taux de chômage. Au Japon, le taux de chômage est inférieur à 5%, ce qui veut dire que le Japon est en situation de plein emploi. Un pays avec 0% de chômage, ça n'existe pas. Mais quand tu es à moins de 5%, on estime qu'en fait c'est juste la latence qu'il y a entre quand une personne quitte son boulot et puis retrouve un autre boulot. Donc les 5% ils sont là. Ce que ça veut dire, c'est que du coup, il y a du boulot au Japon. C'est facile de trouver du travail. L'emploi, c'est probablement le nerf de la guerre d'un pays et c'est un des points les plus critiques qui peut expliquer ces différences entre la France et le Japon. C'est qu'au Japon, non seulement quasiment personne ne perçoit le chômage, puisque tous les gens travaillent, mais en plus, vu que tous les gens travaillent, tous les gens cotisent un petit peu pour le chômage et donnent de l'argent à l'État. Donc même si le Japon impose moins chaque citoyen, vu qu'il y a plus de citoyens qui payent cet impôt, ça revient un petit peu au même. C'est un peu comme si au lieu de demander 100 € à 10 personnes, tu vas demander 10 € à 100 personnes. On a en plus oublié un point qui est crucial, c'est la différence du nombre d'actifs qu'il y a entre la France et le Japon. En France, tu as à peu près 30 millions de personnes qui sont actives. C'est-à-dire, c'est pas les enfants, c'est pas les personnes qui sont à la retraite, c'est pas les personnes qui touchent le RSA, c'est les gens qui sont actifs. Au Japon, on n'est pas à 30 millions, on est à 96 millions. Et ce que j'imagine, les recettes. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Imaginons que chaque pays veut construire une infrastructure. Alors ça peut être n'importe quoi. Un logement social, un pont, n'importe quoi. On va prendre un pont. Allez, on aime bien les ponts. On se dit, tac, le pays se dit, on veut créer un pont pour rejoindre de tel endroit à tel endroit. Et ce pont coûte 96 millions d'euros à créer. Si ce pont il est créé au Japon, chaque actif japonais va devoir payer 1 €, puisqu'il y a 96 millions d'actifs. Si tu es en France, vu qu'il y a 30 millions d'actifs, chaque personne va devoir payer 3 € en plus pour la création du pont. C'est quand même pas la même. On va passer au prochain point, mais tout en recoupant avec le point qu'on a énoncé là maintenant. Tu sais que en France, il y a à peu près 70 millions de personnes, et je t'ai dit qu'on avait 30 millions d'actifs, ce qui fait moins de 50%. Au Japon, il y a 130 millions d'habitants, et on est à 96 millions d'actifs, ce qui fait pas moins de 50%, mais ce qui fait plus de 74%. Donc là, normalement, déjà, tu devrais dire, attends, pourquoi est-ce qu'il y a 25% d'actifs en plus au Japon qu'en France? Et c'est là qu'on va devoir parler de la retraite. Effectivement, c'est encore une différence notable. Alors bien sûr, j'ai suivi et assisté à tout ce qu'a engendré la réforme des retraites en France. Et je vais te donner encore une fois, dans ma situation que je connais au Japon, je vais te donner un exemple. C'est un collègue de ma femme, qui est un homme adorable, qui travaille du coup avec ma femme et qui vient de temps en temps à la maison pour voir le petit, des fois il lui offre des jouets et tout. C'est un homme adorable. Sauf que c'est un collègue de ma femme et cet homme, eh bien, il a 71 ans. 71 ans et il travaille exactement dans le même endroit que ma femme, qui elle en a 36. Et pour tout te dire, il m'a même, c'est une réelle information, il m'a même déjà proposé si j'avais besoin de me filer un coup de main sur Japan TCG. Alors bien sûr, il n'a pas touché au site internet parce que là je le sens pas du tout,
mais pour m'aider à ranger des trucs, à expédier les colis, etc. 71 ans. C'est quand même... on est sur un délire là ou pas? Classiquement, les gens partent à la retraite au Japon aux alentours de 70 ans. Je crois du coup en France là c'est 64 de mémoire. Ça fait 6 ans de PIB en moins par habitant. Et c'est encore pire, c'est que non seulement pendant ces 6 ans là tu ne crées plus aucune richesse, mais en plus on te paye, puisque on va devoir te payer ta retraite pendant ces 6 ans. En plus des 5 semaines de vacances que tu as pris, alors qu'au Japon, on prend 2 semaines pendant tout le temps où tu as été actif. Je ne sais pas si tu imagines la différence colossale de trésorerie que ça génère. Alors, bien sûr, encore une fois, on se calme. Au Japon, il y a l'espérance de vie la plus importante. Donc les gens, dans la majorité des cas, quand ils peuvent, même s'ils partent pas à la retraite, enfin ils peuvent partir à la retraite à 70 ans, le truc c'est que la retraite est tellement minime que ça suffit pas pour que les gens vivent. Donc la plupart du temps ils vont se trouver un boulot un petit peu cool, aider les enfants à traverser le matin pour aller à l'école, donner des coups de main dans des mairies ou dans des choses comme ça. Voilà, les gens au Japon sont pas obligés de travailler dans la maçonnerie jusqu'à 85 ans, ça c'est une connerie aussi. Mais par contre, le fait de travailler au-delà des 70 ans au Japon, c'est une situation qui est tout à fait classique. Avant de parler du dernier point qui est le plus représentatif de ce que j'aimerais transmettre dans cette vidéo, et en plus je vais te demander ton avis dans les commentaires, tu vas voir, ça va être pas piqué des hannetons. J'aimerais préciser que cette vidéo n'a pas pour but d'expliquer qu'en France tout va bien et que en fait tout est nickel et tout est trop bien. Je suis moi-même, je pense, plutôt assez critique du gouvernement français, et d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, si je vis depuis 10 ans au Japon, c'est que j'y trouve plus mon compte au Japon que en France. Mais ce que j'aimerais transmettre, c'est le fait que voilà, le côté politique, tout se pourrit, Macron ceci, Macron cela, etc., c'est quand même un petit peu plus compliqué. On va passer au dernier point. C'est l'essence de cette vidéo, expliquer que chaque système a ses faiblesses, ses forces, ses points faibles, ses points forts. Et donc le dernier point va concerner la justice. Au Japon, la justice, ça marche bien. C'est-à-dire que ça rigole zéro. Et tout le monde le sait. Ce dernier point, c'est un sujet qui est pour ainsi dire quasiment philosophique. Et j'aimerais réellement que tu me donnes ton point de vue, ton avis dans les commentaires. Concernant l'année 2020, c'est la dernière stat que j'ai trouvée, mais c'est probablement à peu près pareil aujourd'hui, 99,8% des procès au Japon se terminent en condamnation. Donc pour faire simple, quand tu fais la moindre petite bêtise, non seulement on te trouve, mais en plus on te condamne, et les peines au Japon sont pas les mêmes qu'en France. Hein, c'est pas vous allez me faire 15 pompes, 10 abdos, 2 Ave Maria, 3 Notre Père, 3 Ave César. Non, 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 on est sur des peines de prison, des histoires de gars qui ont jeté une cigarette dans la rue, qui sont embrouillés un tout petit peu avec un flic, qui ont levé le ton, etc. et qui sont partis entre 2 semaines et 1 mois en prison. Au Japon, j'en ai littéralement des dizaines. Alors moi, j'ai jamais eu de soucis parce que je suis réglo de chez réglo. Avant de jeter mes poubelles, des fois souvent j'ai des doutes, donc je regarde, tu sais, les gens qui ont jeté leurs poubelles, je regarde un peu ce que c'est, savoir si c'est du plastique, savoir si, parce que je connais pas trop l'emploi du temps des poubelles ici, donc je regarde avant. Voilà, j'essaye de faire tranquille. Cependant, au-delà des 99,8% de condamnations qu'on a au Japon, eh ben en France, on entend souvent des histoires qui nous rendent fous, de mecs qui ont fait des réelles dingueries. Là, je te parle pas d'avoir jeté une poubelle, machin. Je vois qu'on fait réellement du mal, et qui, pour un vice de procédure, un machin, plus les remises de peine, les trucs, et les mecs, je sais pas, ils vont pas en prison, parce que les prisons sont pleines, donc ils ont un bracelet électronique, ou alors ils font 6 mois de prison pour avoir ruiné la vie d'une gamine, et puis ils sortent. Enfin, donc, on se dit, attends. Le truc, c'est qu'au Japon, quand t'as 99,8% de condamnation, ça veut dire que tu as mis des innocents en prison. C'est sûr. À 100%. D'un autre côté, en France, vu qu'on est vachement plus sur l'individu et non sur le groupe, voilà, au Japon, le truc c'est le groupe. L'important c'est la communauté. Donc si tu es dangereux pour la communauté, bah, on va t'écarter directement. Au Japon, en France, pardon, on va plus faire attention à l'individu. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça, etc. Essayer de comprendre la chose.
Et donc on a en France, je pense, pas mal de coupables qui sont en liberté. On a au Japon, je pense, pas mal d'innocents qui sont en prison. Voilà la question, en tout cas le sujet sur lequel j'aimerais que tu me donnes ton avis. Encore une fois, et aucun système n'est parfait, la panacée n'existe pas. Quel système tu préfères? Est-ce que tu préfères un système où on a des innocents en prison ou un système où on a des coupables en liberté? Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci en tout cas d'avoir passé ce moment avec moi. Je suis très honnêtement impatient de te lire concernant le dernier sujet de cette vidéo. Et puis bien sûr, prochaine vidéo, on va parler de cartes Pokémon, de cartes One Piece. Ce sera un sujet un peu plus classique qu'on a l'habitude de traiter sur cette chaîne. Mais aujourd'hui, voilà, vu que j'ai passé 15 jours en France et que c'est vrai qu'on m'a posé énormément de questions, parce que ça faisait 8 ans que j'étais pas revenu en France, que ce soit mes proches, mes frères, mes parents, etc. Les amis de mes frères, les petites copines de mes frères. Donc j'ai discuté énormément de tout ça. Et c'était très intéressant, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous ai fait une vidéo qui change un petit peu de d'habitude. J'espère que ça vous aura intéressé. Et puis, eh bien, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!